Bonjour, nous recevons Christian Fayard. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en retraite, mais vous avez fini une très belle carrière comme PDG de Siemens France. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez surtout été DG d'Alcatel. Vous avez démarré comme jeune ingénieur en 1972 à Lannion. Et vous avez terminé votre carrière chez Alcatel en 1986 et vous en étiez le directeur général sous la présidence de Georges Pébreau au moment de la privatisation par Édouard Balladur. Rappelez-moi d'abord, si vous avez encore des souvenirs précis, ce que fut cette épopée des télécoms à la française et notamment dans le Trégor, cette histoire avec cet homme génial, j'imagine, je ne l'ai pas connu, mais qui était Pierre Marzin. Bien. D'abord, malheureusement, quand j'ai débuté en 1972 à Alcatel, ce n'était pas à Lannion, c'était déjà à Paris. Mais par contre, mes fonctions m'amenaient à être à Lannion très fréquemment, à beaucoup d'occasions, et notamment pour les développements des télécommunications. Alors Pierre Marzin, pour moi, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a embauché. Mon premier travail est avec Pierre Marzin au sein du Centre national d'études des télécommunications et dont la branche lagnonnaise était le fleuron. Il se trouve que pour un certain nombre de concours de circonstances, le premier job que m'a confié Pierre Marzin n'était pas vraiment dans les télécommunications, mais dans l'espace, puisqu'il m'a donné l'occasion de diriger l'équipe qui a fait le premier satellite français, TF1, FR1 lancé depuis les États-Unis. Donc Pierre Marzin, pour moi, c'est un homme formidable qui, à toute force, voulait développer la technologie de ce qu'on appelait en France la Direction générale des télécommunications dans les domaines nouveaux. En 1986, quand vous quittez Alcatel, la société est à son apogée. Elle vient de racheter ITT, qui est un géant. Tout à fait. Et en fait, cette société va être privatisée par Édouard Balladur. C'est l'époque des noyaux durs. Est-ce que c'était, avec le recul, une bonne idée? Parce qu'on avait vécu l'époque des 30 Glorieuses et du capitalisme d'État, c'est-à-dire que l'État a investi massivement pendant 25 ans. Ça a été un grand tournant pour Alcatel. Et d'ailleurs, j'ai quitté le navire à cette époque. Pour moi, Georges Pébreau et son équipe avaient, depuis mon arrivée 72 jusqu'en 86, développé l'activité dans le domaine des télécommunications, notamment d'une manière très dynamique et très énergique. Et effectivement, on avait abouti à quelque chose qui paraissait totalement impensable, qui était de pouvoir racheter le plus grand groupe de télécommunications internationales du monde, qui était ITT. Au moment même de la signature de ce rachat, le bouleversement politique français amenait à ce que Alcatel soit dénationalisé, privatisé, que son président directeur général soit remercié, et moi, dans sa suite, j'ai quitté le groupe car je n'étais pas forcément tout à fait d'accord avec la politique ultérieure. Bon, de 86 à jusque toute la période que j'ai connue, on peut dire qu'Alcatel était vraiment un groupe d'ingénieurs orientés par la technologie, en collaboration très étroite avec le Centre national d'études des télécommunications et dans le but de développer le numérique, ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Alors ensuite, ça va être la période de Pierre Suard à la tête de la société, qui va être remercié à la suite d'affaires comme on commençait à en parler en France. Serge Turuc prendra la suite avec cette vision d'une entreprise sans usine, ce qu'on appelait les fabless. Est-ce que ça a été une erreur stratégique de penser qu'on pouvait se passer des usines? Alors, je voudrais faire une remarque avant ça, qui est de dire que surtout la transition de 1986 a véritablement orienté Alcatel, à mon avis, dans une voie où le profit était l'objectif principal. Comprenons-nous bien, les télécommunications à cette époque, et depuis déjà
5-6 ans, était dans un maelstrom technologique épouvantable dans lequel plusieurs grands groupes très fortement technologiques se battaient pour imposer leur situation. On sentait que tout allait évoluer, le numérique arrivait à grands pas, on ne savait plus très bien quelles étaient les meilleures façons de traiter ce problème de télécommunication. Est-ce qu'il fallait passer par Internet, qui était encore balbutiant? Est-ce qu'il fallait faire autrement? Et donc, il y avait beaucoup d'investissements technologiques à faire, et c'était aux ingénieurs de faire avancer les choses. Mais qui Et a à la inventé Internet? privatisation, bon, c'est vrai qu'on dit qu'Internet a été invité en France par un ingénieur que je ne connais pas d'ailleurs, qui n'était pas d'Alcatel, mais qui était très compétent. Mais en tout cas, le CNET et Alcatel et d'autres entreprises avaient fortement investi sur ce qu'on appelait à l'époque la commutation de paquets, le réseau Transpac, qui était déjà les prémices de ce qu'on a appelé le réseau Internet. Mais je veux dire qu'à partir du moment où les financiers, comme dans beaucoup de groupes qui ont été dénationalisés, à partir du moment où la finance a mis la main sur la société Alcatel avec justement ce potentiel énorme international qui se présentait grâce au rachat d'ITT, la politique a beaucoup changé, car ça n'est plus la technologie qui a été mise en avant, mais les conditions pour avoir les meilleurs profits. Alors, vous me parliez un peu des Bell Labs. Les Bell Labs, c'est finalement, vous dites, c'est un peu le Vatican pour les jeunes ingénieurs que nous étions. Ce sont des laboratoires de recherche américains qu'on commence à découvrir au moment de la fusion avec Lucent. Ah ben non, nous les connaissions depuis toujours. Je veux dire, dès l'école, toute référence était faite au Bell Labs. Le Bell Labs était une entreprise américaine qui appartenait à AT&T, dans lequel il y avait plusieurs prix Nobel. Ils ont inventé presque tout dans les télécommunications. Lorsque nous avions la possibilité d'aller faire un stage au Bell Labs, n'est-ce pas, on se préparait 6 mois à l'avance. C'était la Mecque. C'est pour le Vatican, si vous voulez, c'est pas tout à fait pareil. Mais évidemment, plus tard, quand il y a eu cette fusion entre Alcatel et Lucent, le fait de se regrouper avec les Bell Labs paraissait un miracle. Mais on était bien loin de ce que c'était à mon époque. Et Alcatel n'en a pas vraiment profité, semble-t-il. Oui, et puis Alors, c'était plus la même chose. Et d'autre part, les Américains, avec beaucoup de précautions, d'après ce que j'ai compris, ont gardé la main sur les Bell Labs avec des votes particuliers, qui fait que les Bell Labs ne faisaient pas vraiment partie à 100% de Alcatel-Lucent. et les Américains ont montré déjà à quel point, à cette époque, ils se comportaient comme des prédateurs des économies extra-américaines. Alors, vous me racontiez tout à l'heure aussi que vous avez mis le pied à l'étrier de Nokia dans les années 70. Les jeunes ingénieurs de la société finlandaise venaient se former à Lannion. Ah ben évidemment, nous pouvons dire que c'est Alcatel qui a pris le téléphone à Nokia, puisque quand Nokia a voulu, dans les années 74, 75, 76, je ne me souviens plus très bien, lorsque Nokia a voulu se lancer dans le téléphone, ils ont pris une licence du système électronique qui commençait à débuter d'Alcatel, qui était entièrement conçu à Lannion, et ils ont envoyé les ingénieurs de Nokia se former à Lannion pour apprendre le produit et le métier. Et d'ailleurs, tous les gens du Trégor, de mon âge, se souviennent des hordes d'ingénieurs finlandais qui, le soir après le travail, profitaient du paysage local. Donc c'est vrai que Nokia, pour Lannion, c'est un enfant. Alors aujourd'hui, Nokia, c'est encore 5000 salariés en France, c'est un énorme groupe mondial. Est-ce qu'on peut dire que la filiale française recèle encore de grandes technologies et en matière d'innovation des produits de première qualité, ou est-ce que tout ça a été disséminé maintenant à l'échelle mondiale? Ben déjà, lorsque la fusion avec ITT a eu lieu en 1986, déjà le nouveau groupe Alcatel s'est retrouvé avec des capacités technologiques dans tous les pays du monde. Il y avait des fortes influences technologiques en Belgique, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, etc. Et d'ailleurs, la direction technique du groupe à l'époque est passée en Belgique.
j'imagine, un peu aux grandes dames des Français. Mais évidemment, l'équipe technologique française représentait une partie importante du groupe. Je ne sais pas comment c'était lors de la fusion avec Nokia. J'imagine que les équipes technologiques françaises étaient une partie importante du coffre-fort technologique d'Alcatel de l'époque, mais ne représentaient pas 100% des capacités. Alors, ceci étant, pour en revenir à votre question, il est clair que les équipes technologiques actuellement en France d'Alcatel, que je ne connais plus du tout, mais dont j'ai entendu parler, et qui représentent quand même certainement quelque chose qui ressemble un peu à ce que c'était dans le passé, représentent quelque chose d'important pour le groupe, et qu'il faut, et surtout en matière de compétences humaines. Mais tout ça évolue très vite. Vous parliez tout à l'heure, dans notre discussion de préparation de cette émission, on parlait de la cession de la division télécom entreprise aux Chinois, China Yuaxin. Aujourd'hui, vous me dites que ça a disparu, ça. Il n'y a plus de télécom d'entreprise. À l'époque, il y a 30 ans, il y avait des systèmes téléphoniques spécifiques aux entreprises et des systèmes téléphoniques spécifiques au public. Maintenant, tout ça, ça a disparu et c'est mélangé dans Internet. Et donc, l'activité proprement télécommunication d'entreprise n'existe plus, ou en tout cas représente une infime partie spécifique de ce qu'on appelle les télécommunications, qui se sont uniformisées et généralisées pour tous les types d'usages. Non, par contre, il y avait des éléments qui étaient très spécifiques à la France, notamment dans le domaine des composants pour les fibres optiques, dans les domaines de câbles sous-marins, dans les domaines du téléphone au sens propre, où il y avait vraiment dans le domaine des transmissions numériques, donc des domaines très importants des télécommunications, pour lesquels les laboratoires français étaient tout à fait à la pointe mondiale. Alors, Christian, j'espère que tout ça est resté. Dernière question. Comment est-ce qu'on peut limiter la casse aujourd'hui ? En dehors d'être prêt à rejoindre des défilés à Lannion aux côtés des équipes locales pour les aider à faire prendre conscience de l'importance du sujet, je pense qu'il faut rappeler que les télécommunications, c'est fondamental, qu'évidemment, il y a eu une fuite énorme au point de vue international, ou du moins quelque chose qui s'est totalement mélangé à toute l'activité numérique des ordinateurs, de tout ce qui est Internet, etc., et qui fait que le téléphone et les télécommunications au sens propre s'est noyé dans une technologie beaucoup plus large, mais il n'empêche qu'il y a à Lannion, et il y a aussi dans la région parisienne, et ailleurs en France, je crois, des équipes d'Alcatel qui ont des compétences tout à fait essentielles et qu'il faut absolument empêcher de disparaître. Merci, ça, Christian Fayard. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.